Je vous remercie de m'avoir invité. Donc, moi, je suis l'auteur de Il n'y a pas que les shérifs qui portent une étoile, qui est un roman qui est paru en 2009, mais qui est toujours d'actualité. Et du mystère de la Chambre Noire, qui est un roman plus récent, qui est paru en 2013 et qui est dans la sélection 2014-2015 du prix des Incorruptibles. Mais ce que je vous propose d'abord, c'est de parler de Il n'y a pas que les shérifs qui portent une étoile. Et puis le mieux, c'est peut-être de vous laisser la parole et de vous laisser poser vos questions. Alors, Myriam et Jacques n'ont pas existé. En fait, tout le roman, tout le cadre historique du roman est parfaitement exact. Tous les faits historiques qui sont décrits dans le roman sont parfaitement exacts. Ce qui se passe à partir de 1940-1942 est parfaitement exact. Si Myriam n'a pas existé, il y a plein d'enfants qui ressemblaient à Myriam qui ont, eux, existé et qui ont dû fuir pour ne pas être arrêtés et déportés. Pourquoi le titre « Il n'y a pas que les shérifs qui portent une étoile » ? Alors en fait, ce n'était pas le titre de départ. Moi, lorsque j'ai envoyé le manuscrit aux éditeurs, il s'appelait Destination finale inconnue. Parce que je voulais insister sur cette destination finale dont on parle beaucoup dans le roman. C'est un terme qui revient à de multiples reprises dans le roman. Et il y a une forme un petit peu d'hypocrisie par rapport à cette destination finale inconnue. On parle à certains moments de colonies de peuplement à l'Est, où on a besoin de main-d'œuvre. Mais alors à ce moment-là, si on a besoin de main-d'œuvre, pourquoi est-ce qu'on va prendre des enfants de 10 ans pour aller travailler? Est-ce que ces enfants, ou même parfois des nouveau-nés, des bébés, est-ce que ces enfants-là, on a vraiment besoin d'eux pour accomplir un travail? A priori, ces enfants-là ne sont pas capables de faire un travail, de fournir une main-d'œuvre. Donc, à de multiples reprises, les autorités françaises parlent de colonies de peuplement ou de camps de travail à l'est de l'Europe. Et c'est un peu ce qui m'a titillé, parce que je pensais que quelque part, c'était une forme d'hypocrisie. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça destination finale inconnue, en me posant la question à savoir, est-ce que cette destination finale inconnue est si inconnue que ça? D'autant plus que ça, on l'a appris plus tard, d'autant plus que les Britanniques, eux, à partir de 1941, étaient parfaitement au courant de la destination finale inconnue en question, puisque notamment, il y a un film qui est sorti sur un ingénieur mathématicien anglais qui s'appelle Turing, et qui a notamment, grâce à l'invention, c'est lui qui a inventé un petit peu l'informatique, grâce à l'invention d'une immense armoire informatique, parce qu'à l'époque, en fait, votre petit iPhone, votre petit smartphone qui est minuscule et qui tient dans votre poche, à l'époque de Turing, c'est-à-dire en 1941, il n'aurait pas tenu dans cette pièce-là. Parce que les composants étaient tellement énormes qu'une pièce comme ça n'aurait pas suffi pour tenir votre smartphone. Bien lui, en tout cas, c'est lui qui a inventé l'informatique, enfin, entre autres, et notamment, il a réussi à décrypter la machine Enigma, qui était le système de cryptage des Allemands. Et donc, à partir de 1941, les Britanniques savaient tout à fait tout ce que faisaient les Allemands. Donc, ils savaient également ce qui se passait et quelle était la réalité de ces colonies de peuplement à l'Est, qui n'en étaient pas, évidemment. Donc, c'est pour ça que moi, au départ, j'ai voulu insister là-dessus, et c'est pour ça que j'ai appelé ça, au départ, Destination finale inconnue. Et puis, on a discuté avec l'éditeur, il trouvait que le titre, ce n'est pas vraiment bien, et qu'il ne donnait pas forcément envie d'acheter le livre, ce qui aurait été dommage de passer à côté de lecteurs uniquement pour le titre. Donc, on a discuté ensemble, et puis on a eu l'idée de ce titre, Il n'y a pas que les shérifs qui portent une étoile, en référence à Serge Gainsbourg. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Serge Gainsbourg, c'est plus tellement de votre génération, c'était un chanteur
qui est mort il y a quelques années, qui était un petit peu provocateur, et puis qui avait dit donc c'était un chanteur qui était jeune pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment il avait dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait porté l'étoile de shérif. Évidemment, ce n'était pas une étoile de shérif en réalité. Hein, c'était l'étoile jaune au milieu de laquelle c'était marqué juif. C'était une étoile qui était rendue obligatoire par les autorités de Vichy. Les autorités de Vichy, c'était les autorités françaises qui collaboraient avec les occupants allemands. Et donc les autorités de Vichy avaient rendu le port de cette étoile jaune obligatoire. Donc Serge Gainsbourg, quand il disait qu'il avait porté l'étoile jaune, enfin l'étoile de shérif, c'était évidemment pas une étoile de shérif, c'était une forme d'ironie amère. Et donc c'est par rapport à la phrase de Serge Gainsbourg qui disait qu'il avait porté l'étoile de shérif pendant la guerre qu'on a trouvé cette idée de titre. Il n'y a pas que les shérifs qui portent une étoile, puisqu'au début de l'histoire, en plus, Jacques s'étonne en voyant Myriam porter une étoile. Il ne comprend pas du tout ce que ça veut dire, parce que lui, il connaît Myriam depuis le début, depuis qu'elle est en France. Hein. Elle est arrivée en France il y a 10 ans, et c'est son amie d'enfance. Et pour lui, Myriam n'est pas différente de lui. Et tout d'un coup, il la voit porter une étoile. Et il ne comprend pas du tout quel est le sens de cette étoile. Et c'est pour ça qu'au départ, il dit les étoiles de shérif, parce qu'il prend ça pour une étoile de shérif, c'est pour les garçons. En plus, il y a une réaction un peu machiste. Mais bon, lui, il considère que c'est pour les garçons, les étoiles de shérif. Et petit à petit, il comprend que ce n'est pas du tout une étoile de shérif. D'où le titre, il n'y a pas que les shérifs qui portent une étoile. Pourquoi avez-vous choisi de faire un livre sur la déportation des Juifs ? Alors, en fait, moi, j'ai commencé à rédiger le roman, tout le début, tous les 2-3 premiers chapitres, je les ai terminés en 2005, au moment du 70e anniversaire de la libération des camps d'extermination. Et puis, puis après, j'ai arrêté un petit peu. Je n'étais pas en panne d'inspiration, parce qu'on verra tout à l'heure que l'inspiration, ça n'existe pas. J'étais plutôt en panne de travail. Mais donc j'ai eu envie de faire ça parce que d'abord, en 2005, parce que c'est en 2005 que j'ai commencé la rédaction du roman, on en parlait beaucoup. Et moi, j'ai eu envie de donner une autre vision des choses, parce que les romans jeunesse qui existaient en grand nombre ne me satisfaisaient pas. Et puis, j'avais aussi envie de donner surtout à partir de 2008, où on a dit que c'était un petit peu dommage que les jeunes générations ne soient pas du tout au courant de ce qui s'était passé pendant cette période. Il faut savoir que même si on dit qu'on en parle beaucoup, il y a 70% des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans qui n'ont absolument pas entendu parler de ce qui s'était passé pendant cette période, qui ne savent pas du tout ce qu'est la Shoah. Donc moi, j'avais envie d'en parler, et envie d'en parler en adoptant le point de vue d'un enfant de 10 ans qui ne comprend pas forcément tout ce qui se passe, et qui découvre que son ami, qui est son alter ego, qui est son ami d'enfance, eh bien, tout d'un coup, elle est stigmatisée, on la déclare différente. C'est la société qui la déclare différente, elle n'est pas différente, mais c'est la société qui la déclare différente en lui mettant une étoile jaune sur la poitrine. Et j'avais envie d'adopter ce point de vue, de raconter cette histoire-là de cette façon. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas terminer le livre ? Alors, en fait, il est terminé le livre. Hein. Il est terminé. Il se termine par un dilemme, une grande question. C'est Jacques qui est dans le wagon. Il a le choix entre la peste et le choléra. Parce qu'il a le choix entre deux solutions. Elles sont toutes les deux mauvaises. Hein. Parce que première solution, il allume la mèche des bâtons de dynamite. Deuxième solution, il fait rien. Donc voilà, le wagon est bondé, je vous le rappelle. S'il allume la mèche des bâtons de dynamite, forcément, il y aura des victimes collatérales. Peut-être que lui-même sera blessé, tué.
Et s'il ne fait rien, tôt ou tard, les nazis vont venir chercher le wagon. Alors j'ai voulu laisser la fin en suspens parce que j'aurais pu choisir une fin heureuse où Jacques aurait été miraculeusement sauvé, où il aurait pu s'échapper de ce wagon. Mais je pense que ça n'aurait pas été honnête de ma part. D'une part, ça n'aurait pas été honnête, et d'autre part, ça n'aurait pas du tout correspondu au projet que j'avais au départ, qui était quand même de rendre hommage à ces enfants, de parler des enfants qui avaient été déportés, exterminés dans ces camps, ou même à tous ceux qui n'avaient pas été déportés, mais tous ceux qui avaient porté les toiles jaunes pendant la guerre. Et en fait, il y a eu quand même de France, il y a eu quand même 11 500 enfants qui sont partis de France. C'est énorme, hein, 11 500, ça correspond à la taille d'une ville moyenne qui serait uniquement peuplée d'enfants. Dans ce collège, il y a combien d'enfants dans ce collège? 800, vous vous rendez compte, ça fait plus de 10 fois la population d'enfants du collège qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Donc, parce que sur les 11 500 enfants qui sont partis, la plupart ont été exterminés directement, puisqu'en fait les enfants étaient pas... Tout à l'heure, je parlais de main-d'œuvre, mais en fait les enfants n'étaient pas capables de fournir de la main-d'œuvre, parce qu'ils n'étaient pas aptes à travailler, à fournir un travail physique difficile. Donc, comme ils n'étaient pas rentables, comme ils n'étaient pas aptes à fournir un travail physique immédiatement rentable, ils étaient immédiatement tués. Et parmi ces 11 500 enfants qui ont disparu, qui ont été déportés et exterminés, il y en a très très peu, c'est quelques dizaines qui y ont échappé, mais c'est uniquement, s'ils y ont échappé en majorité, c'est parce que les nazis n'ont pas eu le temps de faire le travail. Donc, ça c'est la vérité, ça. Et donc, par rapport à cette réalité, moi je ne pouvais pas, ça n'aurait pas été honnête de ma part par rapport à une réalité historique qui existe vraiment, ça n'aurait pas été honnête de ma part de sauver la vie de Jacques. Donc je ne pouvais pas lui sauver la vie, je ne pouvais pas faire une fin heureuse. Même si c'est ce que vous auriez tous souhaité, vous auriez souhaité que le roman finisse bien. Moi aussi j'aurais souhaité que le roman finisse bien. Mais ce n'était pas possible parce que ça ne correspondait pas du tout à la vérité historique. Donc voilà. Et comme je n'ai pas non plus voulu vous désespérer tous en mettant une fin malheureuse, j'ai préféré laisser une fin ouverte, comme ça, avec une question, un point d'interrogation à la fin, en disant, en faisant dire à Jacques qu'il allait prendre la décision la plus grave de sa vie. En laissant une fin ouverte, ça vous permettait d'imaginer quelles étaient toutes les fins possibles, et éventuellement de chercher un petit peu ce qui s'était réellement passé à cette époque. Voilà. Mais je ne voulais pas à la fois mentir, je ne voulais pas mentir en mettant une fin heureuse, puis je ne voulais pas vous désespérer en mettant une fin malheureuse. Donc j'ai laissé une fin ouverte. Combien de temps avez-vous consacré à l'écriture de ce livre? Ce livre-là, c'est un peu particulier parce que tout à l'heure, j'ai dit que je n'avais pas été en panne d'inspiration, mais que j'avais été en panne de travail. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une activité d'auteur, mais ce n'est pas l'activité que je fais de manière principale, parce que j'ai une profession. Et l'écriture, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, en 2005, j'avais écrit les premiers chapitres, et puis je les ai rangés soigneusement. Enfin, c'était dans mon ordinateur. Et puis, j'ai touché à rien jusqu'en 2008. Voilà. Donc, en 2008, j'ai repris l'écriture. Et là, ça s'est fait aisément, parce qu'en fait, il s'est trouvé que j'étais un peu tout seul à la campagne, avec mon chien. Et donc, du coup, j'avais du temps pour écrire. Et là, j'ai fini le roman, j'ai fini le premier jet du roman en 3 semaines. En général, qu'est-ce qui vous a... Est-ce que vous connaissiez cette histoire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, qui vous ont surpris? Ou est-ce que vous étiez tous au courant? Est-ce qu'il n'y a rien qui vous a étonné de ce que Jacques découvre au cours de
du roman, quand il découvre un jour que sa copine est obligée de porter une étoile. Est-ce que ça vous a étonné? Est-ce que ça vous a pas étonné? Est-ce que vous étiez au courant que, par exemple, une certaine catégorie de la population, les juifs par exemple, n'avaient pas le droit de posséder de postes TSF, n'avaient pas le droit d'acheter les journaux, n'avaient pas le droit d'aller faire les courses le matin dans les magasins? Est-ce que vous étiez au courant de tout ça, ou est-ce que ce sont des choses que vous avez découvertes? Bah, on savait quelque chose sur les gens qui n'avaient pas le droit de faire tout ça, qui se cachaient, mais je savais pas qu'il y avait des enfants qui allaient faire du voyage, se cacher dans des familles et faire plein de choses comme ça. Donc voilà. Si, les enfants cachés, il y en avait, mais j'avais pas imaginé à tel point qu'il y avait des enfants qui faisaient autant de choses pour se cacher. Oui, bah, d'ailleurs, c'était pour eux une question de vie ou de mort, puisque en fait, et pour les gens qui les cachaient aussi risquaient leur vie, puisqu'en fait, les gens qui les cachaient n'avaient absolument pas le droit de le faire, et s'ils étaient dénoncés et arrêtés soit par la police française, soit par l'armée allemande qui occupait la France, ils étaient également déportés. Oui, alors, en fait, le personnage de la concierge ne représente pas tous les Français, parce qu'en fait, les Français, c'est pas quelque chose, un bloc uniforme. Il y a eu beaucoup de Français qu'on a d'ailleurs appelés les justes, qui ont caché les Juifs, et notamment les enfants juifs. Hein, et puis, il faut bien voir aussi que les déportations en France ont suscité parmi la population française une révolte importante. C'est aussi ce qui a freiné les ardeurs du gouvernement de Vichy. Parce que si la population française n'a pas du tout adhéré, n'a pas du tout été en désaccord complet, enfin, une partie de la population française était en désaccord avec ces déportations. C'est aussi pour ça que Vichy n'a pas déporté plus de juifs. Donc le gouvernement de Vichy, le gouvernement de Vichy ne représentait pas tous les Français. C'est une partie des hommes politiques qui ont pris le pouvoir en 1940 et qui ont été négocier l'armistice avec l'armée allemande. Et après, qui ont collaboré avec l'armée allemande. Je ne sais pas si vous avez appris ça en histoire. Mais ces hommes politiques qu'on appelait le gouvernement de Vichy ne représentaient pas du tout tous les Français. Il y avait beaucoup de Français qui disaient rien, mais qui n'étaient pas vraiment d'accord. Et puis aussi une petite partie de la population française qui s'est engagée dans des mouvements armés de résistance dont je parle dans le roman. Puisque notamment c'est par ces réseaux, c'est par ces filières de résistance que les enfants sont exfiltrés, sont évacués vers la Suisse. Donc en fait, la concierge ne représente pas toute la population française, loin de là. Ni les agriculteurs qui gardent Jacques et Myriam contre de l'argent, uniquement contre de l'argent, ne représentent pas non plus toute la population française, loin de là. Parce qu'il y a d'autres Français qui soit disent rien mais qui ne sont pas d'accord, et une petite partie de la population française, une petite partie, parce que la résistance n'était pas non plus de tous les Français, mais une petite partie de la population française qui elle, va prendre les armes et qui va résister sous forme de guérilla contre l'occupant allemand. Il y a aussi des Français qui étaient partis à Londres. Notamment, il y a le général de Gaulle qui était parti à Londres et qui avait appelé de Londres, de la BBC, parce que la BBC jouait un grand rôle dans le roman, notamment les messages qui sont codés, qui sont destinés à la résistance. Et le général de Gaulle qui était parti à Londres avait appelé les Français à continuer le combat. C'est en fait quand vous avez fait parler les fermiers là, et ils disaient qu'ils demandaient à quoi ça ressemblait un juif. Et Jacques a répondu que c'était comme un monstre avec
des cornes et tout. Oui, parce qu'en fait, oui, c'était une forme de plaisanterie galéjade, quoi. Parce que c'est évidemment. Parce qu'en fait, le problème des agriculteurs qui gardent Jacques et Myriam et qui ne se doutent pas que Myriam est juive, puisqu'à l'époque, elle a pris le prénom de Marie. Ils ont beaucoup entendu parler des juifs, mais ils n'en ont jamais vu. Alors ils s'imaginent toutes sortes de choses, ça c'est un fantasme pas possible. Parce qu'a priori, comment reconnaître un juif? Le gouvernement de Vichy avait décidé de mettre une étoile sur la poitrine des juifs français. Et d'ailleurs, il y avait même eu une exposition à Paris, qui avait été organisée par le gouvernement de Vichy, qui était une exposition destinée à essayer de sensibiliser la population à comment est-ce qu'on peut reconnaître un juif. Voilà, donc il y avait toute forme de caricatures, de clichés, etc., qui étaient liés, qu'on supposait liés aux juifs. Mais les gens qui n'avaient jamais vu de juifs, il n'y a pas de différence. Un juif, c'est un être humain comme les autres. Il n'y a rien de spécial qui distingue un juif d'un autre être humain. Donc voilà. Donc pour les paysans qui hébergeaient Jacques et Myriam, ils s'imaginaient toutes sortes de choses. Et pourquoi pas des cornes sur la tête. Alors, est-ce que lorsque vous avez lu le livre, vous avez eu un petit peu peur pour Myriam, pour Jacques parce que tout à l'heure on me demandait, on m'a posé la question, mais alors c'est pas fini, le livre il n'est pas fini. Il n'y a pas de fin. Alors justement, est-ce que vous avez souhaité, comment est-ce que vous avez imaginé la fin? Est-ce que vous avez eu peur pour Jacques? Est-ce que vous avez imaginé que Jacques il réussissait à s'en sortir? Mais vous avez le droit de le dire. Hein. Comment est-ce que vous voyez la fin, vous? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de Jacques? Comment il fait pour s'en sortir quand il est dans ce wagon? Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il s'en sort pas? Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. C'est vous qui pouvez répondre. Hein. J'ai peu de temps pour agir. Je ne suis encore qu'un enfant et je vais prendre la décision la plus grave de toute ma vie. J'hésite, mais finalement je me lance. J'allume une dynamite. Tous les passagers me regardent, moi et cet objet qui offrira peut-être la liberté à quelques-uns d'entre nous. Les flammes crépitent. 10, 9, 8, c'est mon seul espoir. 7, 6, 5. J'aimerais beaucoup revoir Myriam. 4, 3, 2. J'espère m'en sortir. 1. Boum! La dynamite explose. Ma vue se brouille, je suffoque. Quelques minutes plus tard, j'ouvre les yeux et admire le trou béant provoqué par la dynamite. Nous pouvons nous échapper. Mon soulagement est de courte durée, car je découvre avec amertume qu'il y a des corps sans vie étendus. Simon, où était-il? Je le cherchais lorsque je vis son corps allongé. J'accourus vers lui. Simon, est-ce que ça va? Jacob, c'est toi? Demanda-t-il d'une voix étouffée. Oui, tu as réussi. Je t'envie. Je n'en ai plus pour longtemps. Je suis grièvement blessé. Mais laisse-moi finir. Essaye de sauver quelques vies. Sauve ta peau. Et pourrais-tu me rendre un service? Oui, lequel? dis-je, la voix serrée par l'émotion. Passe le bonjour à Rachel de ma part. Son cœur s'arrêta alors de battre et il mourut le sourire aux lèvres. Non, Simon! Je venais de perdre un ami cher, mais se lamenter ne servait à rien. Je vis certains prisonniers s'enfuir, et je partis à mon tour, laissant derrière moi Simon. Je te le promets, pensai-je. Ça fait maintenant 12 ans que cette histoire est arrivée. Entre-temps, j'ai retrouvé Myriam, et nous nous sommes mariés. Nous avons eu un enfant, un garçon, et nous veillerons à ceux qui ne connaissent pas la même tragédie que nous, et plus tard, je lui raconterai mon histoire. C'est très bien écrit, hein, bravo, félicitations. Ouais, pour moi, je suis désolé de vous dire ça, je vais vous désespérer, mais pour moi, Jacques est mort. Désolé.
il a toujours été très clair que Jacques ne s'en sortait pas. Voilà. Donc voilà, et donc voilà. Et puis après donc il y a des tas d'aventures qui arrivent un peu compliquées, mais c'était ça la base de départ de la suite pour moi. Oui, alors moi je voyais plutôt en fait puisque à un moment donné je parle du conte d'Andersen. Je parle à un moment donné du conte d'Andersen, la petite fille aux allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte d'Andersen. C'est une petite fille très pauvre qui vend des allumettes. C'est le soir de Noël et puis elle n'a pas le droit de rentrer chez elle tant qu'elle n'aura pas vendu son stock d'allumettes. Il fait très très froid et puis alors évidemment ces allumettes c'est son seul trésor, mais comme il fait très froid, elle se décide pour se réchauffer les doigts, le bout des doigts, d'allumer une allumette. Puis l'allumette s'éteint, alors elle allume une deuxième allumette. Ah, elle commence à avoir un petit peu chaud, ça fait du bien, hein, parce que ses doigts sont tout engourdis. Alors elle allume une troisième allumette. Voilà. Et ben moi, moi je le dis à un moment, je crois à la fin, je dis, est-ce que, en faisant parler Jacques, je dis, est-ce que je verrais Myriam dans la lueur de la flamme de l'allumette que je vais allumer, puisqu'en fait, dans le conte d'Andersen, la petite fille voit sa mère quand elle allume, enfin, elle croit voir sa mère. Évidemment, c'est une hallucination, mais elle croit voir sa mère dans la flamme de l'allumette qu'elle fait craquer. Et donc Jacques dit, est-ce que je verrais Myriam dans la flamme de l'allumette que je vais allumer pour mettre le feu à la mèche du bâton de dynamite. Alors moi, ce que je voyais un peu, c'est que même si Jacques réussit à allumer ses allumettes l'une après l'autre, je crois qu'il n'arrivera pas à se décider à mettre le feu à la mèche des bâtons de dynamite. Mais ça, c'est ma vision des choses. Mais comme c'est une fin ouverte, je vous l'ai encore dit, c'est chacun a le droit dans une fin ouverte, chacun a le droit d'amener sa pierre à l'édifice, hein, puisque c'est ouvert. Et j'avais une question à vous poser. Myriam, elle est de quelle nationalité? Nationalité juive. C'est pas une nationalité, ça. C'est une nationalité française. Elle est française. Et pourquoi elle est française? Parce qu'elle est née en France. Parce qu'elle est née en France. Voilà, elle est française parce qu'elle est née en France. En France, on a ce qu'on appelle le droit du sol. C'est-à-dire que tous les enfants qui sont nés en France sont français. Alors, justement, il y a le problème avec le gouvernement de Vichy. Donc, le gouvernement de Vichy, je rappelle, c'est ce gouvernement de Français qui ont d'hommes politiques français, dont il y avait notamment le maréchal Pétain, qui était le chef du gouvernement de Vichy, qui ont décidé, eux, de travailler avec le pays qui occupait la France. Et donc, le gouvernement de Vichy, donc ces hommes politiques-là qui ont décidé de travailler avec le gouvernement de l'Allemagne nazie, ils ont décidé que, par exemple, les enfants étrangers, les enfants de parents étrangers qui étaient nés en France et qui donc étaient français, ils ont décidé que ces enfants-là n'étaient plus français. Hop, d'un coup de plume, ces enfants-là qui étaient français se sont retrouvés étrangers. Et de même, il y a eu aussi beaucoup d'adultes qui avaient été naturalisés français, c'est-à-dire qui étaient étrangers, mais auxquels le gouvernement français, d'avant la guerre de 39-45, avait accordé la nationalité française. Ces étrangers qui étaient devenus français, qui étaient naturalisés français, hop, ils sont redevenus étrangers. Alors, c'est aussi pour ça que quand on fait le total de tous les gens qui ont été déportés et exterminés, en fait, il y a beaucoup de Français, puisqu'il faut compter tous ces enfants qui ont perdu la nationalité française alors qu'ils étaient nés en France, donc ils étaient français, et tous ces adultes qui ont perdu aussi la nationalité française.
Mais si les adultes qui ont eu la nationalité française, ils ont un enfant qui est né en France, qu'est-ce qui se passe? Non, normalement, il est français. Mais là, si tu veux, si tu as des adultes qui ont la nationalité étrangère, mais qui ont un enfant en France, l'enfant, il est français. Parce que il n'y a pas que les liens de filiation qui comptent en France. On appelle ça les liens du sang. Il y a aussi le droit du sol. C'est-à-dire le droit du sol, c'est là où tu nais. Et donc, les enfants en France, les enfants qui naissent en France, ils sont français. Non, mais Oui. Et il y a des étrangers qui deviennent français, oui. qui ont un enfant qui est né en France, qui est français. Mais si, par exemple, ils disent que l'étranger qui est devenu français, il n'est plus français, l'enfant, il devient quoi? Parce qu'il- Il était plus français, il était plus français non plus. Puisqu'en fait, il y a eu ce qu'on appelle des dénaturisations. Ça, c'est très très rare. C'est très très rare dans l'histoire de France. C'est très très rare. Je crois qu'il y a que cette période historique où il y en a eu, il me semble. Le gouvernement de Vichy a décidé que des étrangers qui avaient été naturalisés français, qui avaient acquis la nationalité française, hein, et bien, ces étrangers-là, on leur retirait la nationalité française. Donc évidemment, leurs enfants, du coup, ils perdaient la nationalité française. Et donc, la petite robe rouge que porte Myriam, c'est la robe rouge que je décris au début du roman. Hein. Parce qu'au début du roman, nous sommes en été, c'est la fin de l'école, parce qu'à l'époque, l'école finissait plus tard, reprenait plus tard également. Et donc, le 16 juillet 42, on est 16 juillet 42. 16 juillet 42, c'est vraiment le début de l'été. Enfin, le début des vacances d'été, à l'époque. Et donc, c'est l'été, et Myriam, elle porte cette petite robe rouge, et c'est avec cette petite robe rouge qu'elle va se promener cours de Vincennes. Et donc, au niveau de la couverture, on m'a proposé en fait deux types de couverture. Une couverture, disons, très 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 triste, que j'ai refusé parce que justement, ma volonté, c'était pas de faire un roman forcément triste, mais un roman où ça serait plus les questions, la curiosité qui dominerait, l'étonnement. Donc, j'ai pas voulu d'une couverture triste. Alors, j'ai choisi un type de couverture, mais j'ai pas forcément choisi ce type de couverture. Mais cela dit, cette couverture-là me convient parfaitement, puisque elle est centrée sur ce que j'avais défini auprès de l'éditeur, c'est-à-dire le personnage principal, Myriam, et puis sur l'étoile jaune qu'elle cache, parce que l'étoile jaune est énorme. Elle avait cette taille-là, d'ailleurs, l'étoile jaune. Elle était aussi grosse que ça. Et donc, là, c'est une petite fille pleine de vie et qui demande qu'à profiter de la vie. Et puis, donc, elle a cette robe rouge, puisque c'est le début de l'été, et elle est contente, et elle a rendez-vous avec Jacques, et c'est sans doute un des plus beaux jours de sa vie. Et donc, cette couverture me convient parfaitement. Pourquoi vous avez choisi de ne pas faire vivre, de faire mourir le père de Jacques? C'est un peu dans la progression dramatique du roman. C'est un peu une marche vers quelque chose qui est de plus en plus grave, de plus en plus dramatique, et ça rajoute à l'action dramatique en fait. Hein. Alors, est-ce que ça vous a étonné qu'il y ait ce personnage de magicien qui intervienne dans l'histoire? Je pense que c'est fait exprès qu'il est magicien pour la boîte à double fond. Oui. C'est majoritairement pour ça, je pense. Oui. C'est vrai que c'est très très utile. Et le personnage du magicien, c'est aussi parce que c'est un petit peu un pendant à toute cette histoire d'enfant caché. Parce que enfant caché, pour un magicien, pour cacher des personnages pour un magicien, pour un illusionniste, ça va de soi. Dans la mesure où l'illusionniste, il a forcément effectivement, comme tu le disais, des boîtes à double fond. Il y a la valise à double fond, la malle à double fond quand il y a la concierge qui vient fouiller dans l'appartement. Et donc, pour moi, ça allait de soi
comme personnage l'illusionniste par rapport aux enfants cachés, par rapport à ce thème d'enfants cachés, le fait que qui est-ce qui pouvait mieux cacher des enfants qu'un illusionniste, d'une part, et puis d'autre part, eh ben, c'est cette magie de l'illusion, de la prestidigitation, ça vient un petit peu contrebalancer la gravité de l'histoire. Ça donne un petit peu de respiration à cette histoire qui est très, très grave.